héritière d'un poste militaire renforcé suite à la révolte d'Ataï en 1878. C'est un an plus tard que la commune fut fondée. Bouloupari est riche d'un patrimoine aujourd'hui en partie détruit par les ravages du temps. Une terre où les Kanaks et les pionniers, colons libres ou bagnards libérés, ont su accueillir d'autres communautés venues travailler dans l'industrie sucrière, l'agriculture, l'élevage, le tourisme et l'aquaculture. Dave. Et nous irons également au bord de mer, au camping de Bouraké, à 15 minutes du village. Là-bas, de jeunes Boulouparisiens nous attendent. Une jeunesse, vous allez le voir, fière de son identité de broussard. Et ils nous diront pourquoi. Sans plus tarder, Dave, rencontre avec des Boulouparisiens de souche et de cœur, avec chez Marié, Gaël Decheverry et Michel Bouillet. Là, on monte dans le car, on part à l'école. Je m'appelle Marie-Noël Tenda, je suis aide maternelle à l'école maternelle de Nassira. J'habite ici à la tribu de Huitchambourg et tous les matins j'accompagne les enfants à la tribu de Nassira à l'école. Ça va faire un peu de temps que j'ai commencé là. Je travaille avec eux jusqu'à 11h, après je retourne à la maison. Les enfants ils se lèvent à 6h le matin et après je les prépare pour 7h05 pour partir à l'école. Je me fais un quart d'heure de trajet pour déposer les enfants au village, les grands, publics, et après nous on part à Nassira avec les petits de la maternelle. Allez, venez. Allez, rentrez dans l'école. Rentrez dans l'école. Bonjour. Vous allez bien? Alors, est-ce que vous êtes bien reposé ce week-end? Oui. Tu as été à la fête? À la fête du cerf et les crevettes. Et les autres, vous y êtes allés à la fête de la crevette et du cerf? Moi, j'ai pas vu. Cet atelier sert à connaître leur prénom, la première lettre du prénom. Pour avoir de la patience avec eux. C'est pas facile, mais voilà, c'est bon. Comme on a des enfants, on a pris l'habitude. Oui, j'allais voter. Voilà, je ne vais pas donner mon avis, je vais attendre un peu. Je suis en train de réfléchir. On ne parle pas trop de ça. C'est plutôt les vieux qui parlent de ça. Surtout nous, entre Kanaks, on ne s'entend pas. Alors je ne sais pas pourquoi on veut l'indépendance. Vu qu'on a un avenir meilleur. On vit bien, quoi. Je m'appelle Alexandre Perra, j'ai 21 ans. Je suis titulaire d'un BTS d'arc au lycée agricole de Pointe-Boute. Là, ça fait exactement 1 an que je travaille avec mon père sur l'exploitation familiale, avec mon frère. Et puis on gère tout ce qui est les cultures, tout ça. Et puis, voilà, moi je suis la 6e génération d'agriculteurs sur Ouamini. Il y avait mes aïeux, ils sont arrivés en 1890. Ici à Bouloupari, nous on côtoie un peu toutes les ethnies, on travaille avec tout le monde. On a des saisonniers, donc on est obligé de travailler tous ensemble parce qu'on peut pas se passer l'un des autres. Voilà, je cherche les graines pour savoir quelle profondeur on les a mises pour voir si c'est pas trop profond. Parce qu'après, si c'est trop profond, ils auront du mal à... Enfin, ils vont utiliser toutes leurs ressources pour sortir et puis ils seront épuisés, quoi. Pour l'approche du référendum, moi je le vis, je suis pas trop inquiet. Après, même s'il y a une petite inquiétude,
Mais il faut passer au-delà de ça, parce qu'il faut continuer à avancer quand même. Puis il faut qu'on réponde aussi aux besoins de l'autosuffisance alimentaire de la Calédonie, quoi. Ça, c'est important? Oui, c'est important pour essayer de se libérer un peu des pressions, on va dire, de l'importation. Yannick Pignot, donc je vis sur la commune de Boulou-Paris depuis 2010. Donc voilà, on a l'espace avec les ruches. Donc on a fait une formation, Satomi et moi-même, à Point-Bout et à la fois aussi auprès de formateurs certifiés. Et donc on a l'habilitation pour mener des ruches en apiculture. On a graduellement construit un petit peu notre environnement avec, dans un premier temps, la case et le Faret dans lequel on vivait avant. Et puis, il y a 2 ans, on a continué par construire une structure un peu plus massive, on va dire, avec un dojo qui permet d'avoir des activités d'aïkido, en l'occurrence. Et puis, artistique aussi, puisqu'on a un petit atelier dans lequel on mène des actions ponctuelles. Où on propose de l'origami, des cours d'origami et d'art visuel. Je vis ici depuis 2001, depuis 17 ans. Et j'ai mes enfants qui sont nés sur le territoire. Et je me sens particulièrement impliqué dans la vie du territoire, de ce que l'on fait au quotidien, tous les jours. Et je me sens un petit peu exclu de pouvoir porter aussi ma voix sur ce qui va être en construction pour le pays, pour demain. Le vivre ensemble, on le vit au quotidien déjà. On n'a pas besoin d'une échéance et d'un référendum pour que ce soit acté. C'est déjà le cas. Et en plus, au sein de notre commune aussi, pluriethnique, ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison de paniquer. Je pense que c'est plus un levier qu'utilisent peut-être nos politiques pour aller chercher certaines tensions ou pour créer même des tensions. À chacun d'en tirer ses propres conclusions. Boulou-Paris, commune d'agriculture et d'élevage, de cerfs, de bétail et autres animaux de basse-cour. Et pour nourrir tout ce beau monde, du maïs produit ici sur ces 250 hectares à la Wingui. Et le propriétaire est Roger Gaillot, une figure clé de la commune. Roger Gaillot, merci de nous recevoir ici sur votre propriété. À vos côtés, Amanda Pita de la commune. Vous êtes originaire de la commune, de la tribu de Wainane. Et à vos côtés, Patrice Maosem, ancien retraité de la gendarmerie installé depuis 2001 à Boulou-Paris. Vous êtes tous deux dans l'association Boulou-Paris Événements. Merci de nous recevoir dans votre village. Boulou-Paris, ville ou village, Amanda? Pour moi, ça reste mon village. Le village, je pense, pour tous les Boulou-Parisiens. Ville peut-être parce que ça c'est très, très étendu, autant en population que de toute façon sur la surface. Les gens forcément habitent sur pratiquement maintenant toutes les terres de Boulou-Paris. Donc voilà, mais pour moi ça reste le village. Roger Gaillot, ville ou village, moi, dès les années 70, vous avez investi sur cette commune et contribué au développement économique et foncier avec vous, grâce à vous, a vu naître Port-Wingui. Pour vous, Boulou-Paris, une ville ou un village? Ça dépend de quand vous vous basez. Ni l'un ni l'autre, ou les deux plutôt, parce que ça, la surface, la commune a leur surface d'une ville, mais les agglomérations des gros villages. Voilà. Votre avis, Patrice Maosem, vous qui êtes installé depuis 2001 ici? Oui, voilà, moi je suis arrivé à Boulou-Paris en 2001, donc en tant que gendarme affecté à la brigade de Boulou-Paris. Donc je suis arrivé en 2001, donc le petit village de Boulou-Paris a tellement évolué. Pour moi, c'est un village, mais il peut être appelé à une petite ville dans les années plus tard. C'est vrai que la surface de Boulou-Paris est tellement grande
Et niveau population, ils sont très restreints dans le village. Et qu'est-ce qui vous a décidé à rester à Boulou-Paris? Ce qui m'a décidé à rester à Boulou-Paris, parce que j'ai vu le développement qui se fait dans la commune. Et comme j'aime bien faire partie de la vie associative, donc je me donne à fond à la vie associative, pour quels que soient les enfants ou quelques personnes que ce soit. Boulou-Paris, village d'adoption pour vous, Patrice Maoussem, mais aussi pour vous, Roger Gaillot. Est-ce que vous diriez que vous êtes un pionnier du XXIe siècle? Vous êtes propriétaire de cette immense zone de culture, de squash, de maïs. Vous avez, on l'a dit, contribué à l'essor de cette agglomération de Port-Bouengui. Êtes-vous ce pionnier du XXIe siècle? Si on veut, maintenant, les surfaces ne veulent rien dire, c'est ce qu'on en fait et ce qu'on produit. C'est ça qui compte. Oui, j'ai fait pas mal de choses sur Boulou-Paris. Pour commencer, c'est moi qui ai créé la SICA à l'aide d'un ami qui s'appelle Patrick Fayard en 70. Une entreprise qui produit des aliments pour animaux. Voilà, parce que la boucle est bouclée puisque je produis aussi du maïs que je vends à cette même société que j'ai créée au départ, à travers les Grains du Sud, qui est une coopérative qui a pour raison d'être la réception de toutes les céréales de la région, c'est-à-dire à peu près 4000 tonnes, qui sont reçues, nettoyées, séchées, stockées et redistribuées ensuite dans les unités qui fabriquent la nourriture pour animaux. Est-ce qu'en tant que pionnier du XXIe siècle, vous êtes reconnu dans l'hommage qu'a fait le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il est venu sur le territoire, lorsqu'il a fait écho à cette mémoire du travail avec ardeur des pionniers? Exactement, mais ça s'adressait plutôt à mes ancêtres qu'à moi. Parce que la famille Gaillot est arrivée en 1800 et quelques comme cultivateur pour développer ce pays, le créer. Or, il y a eu des déboires, mais ils ont beaucoup souffert. Ils vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Il y a laissé sa vie aussi. Mais c'est ceux-là, les vrais pionniers, ceux qui en ont bavé. Nous, derrière, c'était beaucoup plus facile. Est-ce que c'était beaucoup plus facile aussi, monsieur Patrice Maoussem? Est-ce que dans le discours d'Emmanuel Macron, vous êtes reconnu en tant qu'identité, communauté à part entière du pays? Alors, moi qui est métissage indonésien, mélanésien, donc moi le discours de Macron, je l'ai écouté de A à Z. C'est vrai qu'on maintenant on reconnaît par rapport à son discours l'identité de la Nouvelle-Calédonie. Donc on fait partie de la population identitaire à la Calédonie. Amanda Pita, que retenez-vous du discours d'Emmanuel Macron ou de sa visite, des gestes forts qu'il a pu faire? Bah écoutez, pour moi, ça reste un homme simple, j'ai envie de dire. J'ai suivi aussi très brièvement sa venue en Calédonie. Une grande fierté qu'il soit venu et un grand merci aussi à lui. Vous travaillez au sein de l'association Boulou-Paris Événements avec Patrice Maoussem. Vous êtes au contact de différentes communautés de Boulou-Paris, mais plus encore de la région. Quel contact vous avez avec eux et sur cette notion de vivre ensemble qu'on nous appelle à vivre là pour 2018 et l'après 2018? Bah écoutez, moi, je peux dire que j'ai toujours été bercée dans cette vie. Des parents très ouverts qui m'ont appris à vivre avec d'autres communautés. Donc oui, je m'entends très bien avec la population de Boulou-Paris et toutes les autres communautés. Donc ça se passe bien. Ça se passe super bien. 2018, le référendum, est-ce que ça effraie ou pas du tout? Pour moi, pas du tout. Aujourd'hui, on vit déjà ensemble. Donc, demain, enfin, après le référendum, qui est indépendance ou pas, je pense qu'on a déjà fait une grande partie du chemin ensemble. Et d'ailleurs, ça se voit aujourd'hui. On est là, on discute ensemble. Donc, oui, pour moi, c'est une fierté d'avoir grandi dans ce contexte-là, voilà. Patrice Maoussem, le référendum 2018, est-ce que c'est un sujet de discussion ou de préoccupation qui sous-entend des craintes? Par rapport à mon entourage, j'entends beaucoup des jeunes parler, qui en parlent entre eux, par rapport au discours qu'il y a eu pendant les événements. Ça n'a rien à voir.
Voilà. Les discours qu'il porte maintenant, il a autre discours par rapport au discours qu'il y a eu pendant les événements 84 et différents événements antérieurs. Voilà. La population que j'ai autour de moi et le contact que j'ai, pour moi, 2018, le 4 novembre, là, c'est un passage difficile, certes, mais il n'y a aucune préoccupation. Les gens, ils vont de l'avant, ils n'ont pas peur d'avancer, quoi. Voilà. Roger Gaillot, aller de l'avant, passage difficile. Vous qui avez vécu les événements en 1984, vous étiez maire de Thio à l'époque et vous avez trouvé refuge ici à Boulou-Paris. Est-ce que vous sentez une tension particulière là à l'approche, à 22 semaines du référendum? Oui, à cette époque-là, j'étais maire de Thio, mais contrairement à ce que vous avez dit, je n'ai pas fui sur Boulou-Paris. J'avais déjà cette station à Boulou-Paris. Oui, dès les années 70, vous avez acheté cette propriété. 73. Donc j'ai acheté ça parce que Thio, il n'y avait pas de place. C'est une vallée extriquée et j'avais l'intention de me mettre dans le monde rural, mais à une échelle importante. Donc le référendum, puisqu'on en parle, non, j'en ai pas peur, puisqu'il a été décidé par tout le monde. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est après, c'est ça le problème. Or, je voudrais rappeler une parole de Jacques Carré qui disait « S'il n'y a pas toi, il n'y a pas moi ». Je pense que certains s'en souviennent. Ça m'avait frappé, ça. Et c'était à l'époque, il y a longtemps de ça, le préambule au vivre ensemble. Or, en ce qui nous concerne, il y a les pro-indépendantistes, il y a les anti-indépendantistes. C'est une façon de voir les choses qui est différente. Mais je pense qu'on va arriver à un moment où il faudra qu'on se retrouve. En ce qui nous concerne, pour nous, l'indépendance, il y a une chose qui fait partie des non-dits, mais que je voudrais préciser. Voyez, l'indépendance, ça veut dire la France dehors. Et la France dehors, la France, c'est pour nous nos racines, nos origines. Et la France dehors, je vais reprendre les paroles de Jacques Carré en les modifiant. S'il n'y a plus la France, il n'y a plus nous. Voilà. Donc, il faudra qu'on trouve une solution pour qu'on ne perde pas nos racines. Du côté des Mélanésiens, les racines ne sont pas perdues. Au contraire, on contribue à les cultiver, à les entretenir. Il faudrait faire pareil et qu'on trouve une solution qui satisfasse tout le monde. Alors comment gérer le vivre ensemble, cette société avec ses différentes cultures au lendemain du référendum, avec les déceptions des uns et les satisfactions des autres, selon vous? Ben, vous savez, le vivre ensemble, avant qu'il y ait du désordre vraiment parmi nos communautés, le vivre ensemble, c'est ce qui se faisait. Journellement, il n'y avait pas d'heure, il n'y avait rien, il n'y avait pas de racisme, il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait rien. On vivait ensemble, on travaillait ensemble, on allait à l'école ensemble. Tout le bon, on l'avait ensemble et le mauvais aussi. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, on parle de vivre ensemble, mais on l'avait inventé il y a longtemps. Il faut revenir à cette époque-là, de façon à ce qu'il y ait vraiment une concordance entre tout le monde et que tout le monde se mette dans l'intérêt de nos enfants. Vous acquiescez, Patrice Maoussem? Oui, donc moi je reviens à ce qu'il dit M. Gaillot. Donc la différence d'âge que moi j'ai avec lui, vivre ensemble, on a déjà vécu ça depuis des années. Moi quand j'étais à Koné, je suis originaire de Koné, on a vécu ensemble avec toutes les ethnies, quels que soient mélanésiens, javanais, caldoches et tout. On a toujours été ensemble. Le week-end, on fait du sport, on est tout le temps ensemble. Le soir, on faisait des coups de bringue, on était tout le temps ensemble. Là, il faut que ça revienne comme avant, quoi. Parce que le destin commun, pour moi, c'est déjà fait depuis longtemps, quoi. Amanda Pita? Je partage bien évidemment ce que M. Gaillot et Patrice Maoussem disent. On est tous aujourd'hui mélanésiens métissés. Donc, à un moment donné, il faut aussi accepter le métissage qu'il y a eu. Et d'ailleurs, s'il y a du métissage aujourd'hui, c'est parce que dans le temps, tout le monde s'entendait. Et moi, j'ai envie de dire aussi, c'est un travail, le premier travail se fait à la maison. Donc, l'éducation des parents pour leurs enfants. Voilà, tout simplement. Hein, on ne va pas chercher midi à 14h, on ne va pas accuser qui que ce soit. Nos parents sont responsables, en fait. Donc, enfin, voilà, pour moi, c'est ça, c'est l'éducation. Ça passe par l'éducation. L'éducation, l'information, les campagnes pour le oui ou pour le non à l'indépendance ont été lancées. Qu'est-ce que vous attendez de ces réunions publiques? Moi, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations données à la population.
leur expliquer ce que c'est exactement l'indépendance ou le non à l'indépendance. Pour moi, il n'y a pas assez d'informations. Il faudrait plus de contact aussi envers la population. On n'a pas forcément l'avis de toute la population. Donc, d'ailleurs, il va falloir voter pour. Mais s'ils ne savent pas pourquoi ils votent, j'ai envie de dire, on ne sait pas où on va. C'est tout. Roger Gaillot, sur ces campagnes qui ont débuté pour le oui ou pour le non à l'indépendance, qu'attendez-vous de ces réunions? Est-ce qu'il en faudrait plus? Est-ce qu'il faudrait en faire ici à Boulou-Paris, à l'initiative peut-être de la mairie, comme se fait par ailleurs au Mont-d'Or ou à Kawa? Oui, je suis d'accord avec ce qu'elle disait, c'est qu'il manque d'informations. Là, il y a un référendum où on demande un choix entre une voie ou l'autre voie, qui a des grandes différences. Il faudrait que ces deux voies soient beaucoup plus clairement expliquées. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont dans le flou et que les gens devraient connaître avant le scrutin. Voilà. D'ailleurs, sur la question qui sera posée le 4 novembre, voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Patrice Maossem, est-ce que ce sont des termes clairs? Ah oui, pour moi, elle est claire. Hein. La question, elle est claire. Il n'y a pas à revenir sur le oui ou le non. Donc, c'est oui ou non. Elle est claire. Comme il disait M. Gaillot et Amanda, la communication envers les jeunes, il n'y en a pas assez. Les élus, les représentants politiques, dans chaque commune, eux, ils sont au-dessus de la barre. Mais nous, la base, on pense qu'il n'y a pas assez de communication. Donc, il manque de communication. Il faut venir sur le terrain, expliquer aux jeunes pourquoi le oui, pourquoi le non. Voilà. Un dernier mot, chacun. Que vous souhaitez-vous pour Boulou-Paris? Roger Gaillot? Je souhaite que toutes ces divergences soient enfin, parce que depuis le temps qu'on les traîne, enfin, après ce référendum, je pense que la sagesse va prévaloir et qu'on va trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Et à ce moment-là, ce que je souhaite, c'est que le pays redémarre sur de nouvelles bases, tourne bien, dans une bonne entente, dans l'intérêt de tous ses habitants, sans exception. Voilà. Amanda Pita? Exactement la même chose, qu'on puisse vivre ensemble et tous autant, voilà, tous autant qu'on est, qu'on soit mélanésien, européen, qu'on puisse vivre ensemble et gouverner le pays comme il se doit en fait. Donc voilà, pour moi c'est ça. Patrice Maossem? Alors pour moi, quel que soit le oui ou le non, donc comme il dit Amanda et M. Gaillot, aller de l'avant. Si c'est le non, on va de l'avant quand même. Si c'est le oui, on va de l'avant. On avance tous ensemble et on travaille tous ensemble comme c'était avant les événements 84. Voilà. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé avec nous vos histoires, vos ressentis et vos appréhensions, ou même pas du tout par rapport à 2018 et vos souhaits pour 2018. Je vous propose maintenant de rejoindre Dave Wayonason et ses invités. Cette fois-ci, nous allons recueillir la parole des jeunes. Effectivement, Nadine, nous sommes ici sur le camping de Bouraké, un lieu prisé par la jeunesse calédonienne, notamment lors des longs week-ends. Alors avec nous, Mélina, Antoine et Brian, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors bonjour Dave, bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie NC Première, et vous bien entendu. Je me présente Mélina Carnadi, j'ai 25 ans, je suis en couple et j'ai un enfant. Je suis actuellement caissière dans une station sur Nouméa. Je suis d'origine indonésienne de mon papa et wallisienne de ma maman. Et ça va faire maintenant 16 ans qu'on vit sur Tomo avec mes parents. Et Tomo fait partie de Boulou-Paris. Antoine? Bonjour Dave, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Antoine Perra. Je vis à Boulou-Paris, j'ai 19 ans. Je suis plutôt sur Ouamini. Je suis agriculteur avec mon père et mon frère. On cultive de la céréale et un peu de maraîchage, de la courgette et du concombre. Donc moi j'ai fait des études sur la culture, un bac pro agricole, CGEA. Et voilà. Brian? Bonjour Dave, bonjour à tous. Je m'appelle Tevden Brian, je suis originaire de Chambo, j'ai 24 ans. Je suis actuellement maçon, c'est un chantier d'insertion à la tribu. Antoine, le fait d'être agriculteur, c'était votre propre choix au départ ou est-ce que c'était une obligation familiale? Non, c'était mon propre choix. Depuis petit, j'étais avec mon grand-père et mon père, toujours à m'intéresser à l'agriculture. Et ça s'est concrétisé au collège avec mon orientation pour un bac pro agricole.
Alors quelle est la journée typique pour un agriculteur? Ben, le matin, tu te réveilles, tu attaques le travail à 7 heures. Il faut mettre l'irrigation en ce moment, arroser les parcelles de maïs notamment. Et la surveillance de la culture, pour voir s'il n'y a pas d'intervention à faire dessus. La surveillance des clôtures et pour voir s'il n'y a pas de prédateurs qui ont attaqué les cultures, qui ne sont pas passés à l'intérieur de la propriété. Pourquoi c'est un métier difficile? Pourquoi est-ce que c'est un métier difficile, Antoine? C'est un métier difficile parce que à certains moments, il y a une surcharge de travail. Par exemple, on sort d'une là, c'est la période du semis de maïs qui est très dur et stressante. Alors justement, pourquoi est-ce que c'est un bon métier finalement? On est constamment en contact de la nature, tout le temps dans la nature et moi je fais ce que j'aime. Vous avez des projets plus tard pour l'exploitation? Oui, s'agrandir et se diversifier dans les cultures. Par exemple du riz, est-ce que c'est envisageable? Ouais, du riz, on a fait les tests cette année avec 8 hectares. Mélina, vous habitez à Thomo. Alors Thomo, on y passe souvent, mais on s'y arrête jamais. Qu'est-ce qu'on peut trouver à Thomo? Après, à Thomo, on n'a pas beaucoup d'activités. Tout se concentre plus vers Boulou-Paris, mais on a quand même le marché qui se présente tous les premiers dimanches du mois. On a le rassemblement tous les ans pour le pèlerinage dans notre chapelle. On a aussi nos îlots pour les sorties en mer. Et on a aussi le nouvel aménagement qu'il y a eu dernièrement au niveau du WAF pour que les gens puissent s'arrêter et pique-niquer en famille. Alors vous êtes, vous l'avez dit, métisse javanaise. On le sait, la communauté asiatique est souvent discrète. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Et pourquoi? Et après ça, c'est dans notre culture et notre éducation d'être discret. Donc on n'entendra jamais un Asiatique se plaindre de son passé, de son vécu. Voilà, c'est des travailleurs. On parlera toujours on ira toujours de l'avant, quoi. Les jeunes aujourd'hui, ils n'osent plus justement prendre la parole. Est-ce qu'ils osent prendre la parole aujourd'hui? Après, au temps de nos parents, avec le temps, je trouve que avec l'évolution et l'éducation qu'on a reçue l'éducation qu'on a eue à l'école, ça nous a permis aussi au jour d'aujourd'hui de nous affirmer, que les jeunes donnent leur opinion, sans peur de représailles. En fait. Alors vous travaillez sur Nouméa, mais vous avez décidé d'habiter sur Thomo. Pourquoi? Parce que malgré que j'occupe un emploi, j'occupe un poste sur Nouméa, je me sens de vivre, de rester sur Thomo. Voilà, le cadre de vie, l'effet de vivre en toute liberté, sans stress, sans pollution, d'être près de la mer, tout ça. Voilà. Brian, vous êtes de la tribu de Huichambo. Vous travaillez sur des chantiers. Quand vous avez commencé vos études, quel métier vous vouliez faire au début? Au tout début, quand j'ai commencé mes études, je me suis lancé sur la peinture. Après, au fur et à mesure, je me suis diversifié. J'ai fait la maçonnerie, un peu de tout, de la soudure, de la plomberie. Vous avez déjà essayé d'aller sur Nouméa justement pour trouver un boulot? Oui, j'ai essayé. J'ai trouvé du boulot sur Nouméa, mais le problème, c'était le problème de transport. Comme j'avais pas de logement sur Nouméa, j'étais obligé de toujours revenir sur Boulou-Paris. Est-ce que votre cas est isolé ou est-ce qu'il y a... Non, je ne suis pas le seul. On est beaucoup à la tribu à être dans ce cas-là. Alors justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour accompagner les jeunes qui vivent dans les tribus? Pour accompagner les jeunes, il y a déjà des structures qui sont mises en place, mais je trouve que c'est à les jeunes maintenant d'aller avoir la volonté d'avancer. Vous avez déjà pensé vous lancer dans l'agriculture? Oui. Qu'est-ce qui bloque du coup? C'est le manque de matériel, il faut avoir le permis, c'est du travail. Voilà, c'est comme Antoine, tu vois. Il faut avoir du matériel, tout, il faut être équipé. Au niveau de la politique municipale, vous êtes, donc du coup, vous l'avez dit, à Huichambo. Est-ce que la mairie a réalisé beaucoup de choses dans les tribus et qu'est-ce qui manque finalement? Elle a fait une école pour faire la musique, pour le football sur la tribu. Mais ce qui manque, c'est réaménager les routes et l'éclairage des tribus.
Vous avez l'impression que les tribus sont parfois oubliées? Oui. Et il faudrait plus de politique municipale dans les tribus, du coup? Oui, plus, parce que certaines tribus sont plus privilégiées par rapport à d'autres. Alors, Mélina, Antoine, une question évidente dans une commune broussarde. Comment est-ce qu'on s'occupe à Boulou-Paris? Coup de chasse, coup de pêche, coup de fête. Il y a toujours de quoi s'occuper ici. Ah oui, la mer, la chasse, tout. Voilà. Vos spots de chasse, de pêche, dites-nous, racontez-nous. Partout, enfin moi, la propriété. Après, la pêche, on a tous chacun son petit spot. Personnel. Qu'on ne partage pas du coup. Hein. Alors qu'est-ce que vous faites de vos prises? Parce que c'est aussi ça, hein, être broussard, c'est peut-être aussi partager ce qu'on a. Racontez-nous. Ouais, quand tu vas à la pêche et que tu vois que tu en as trop, tu partages avec les copains, avec ceux que tu fréquentes. Donc c'est toujours ça. Pareil, quand tu vas à la chasse et que tu en as trop pour toi, au mieux de gaspiller, il vaut mieux le partager. Sans forcément le vendre ou le faire payer. Le partager. Alors un mot à présent sur l'identité de la commune, hein, cette identité de broussarde. C'est quoi être broussard finalement? Pour moi, être broussard, c'est vivre déjà hors de la ville. Faire de la chasse, la pêche, c'est ça un broussard. Aimer les animaux. Aimer les animaux, c'est pas forcément... D'aller dans la pêche sans être dérangé, de vivre en toute liberté et de vivre le jour le jour, pardon. Et on est broussard quelle que soit notre communauté, Antoine? Oui, on est broussard quelle que soit notre communauté. Vous disiez tout à l'heure par rapport au terme caldoche que c'est un terme que vous n'appréciez pas trop. Pourquoi? Parce que je trouve que le caldoche, ça regroupe une communauté. Parce que le terme broussard, ça regroupe tout le monde. Alors, il y a eu la fête du cerf et de la crevette ici à Boulou-Paris. On l'a vu, c'est un événement qui rassemble énormément de personnes. Pourquoi est-ce que cet événement-là connaît autant de succès, d'après vous? Pourquoi il connaît autant de succès? Déjà, ça fait pas mal de temps que ça existe. C'est une fête qui est... C'est la seule fête du village qui fait rentrer qui permet une rentrée d'argent pour notre commune. Et ça permet aussi aux éleveurs et aux agriculteurs de vendre leurs produits et de partager aussi leur savoir-faire, leur savoir-vivre avec d'autres communautés. Nouméa, quand vous êtes Mélina, quand vous êtes sur Nouméa, quelle différence y a-t-il entre les jeunes Nouméens et les jeunes Boulou-Parisiens? Je trouve qu'ici, nous, les broussards, comparés aux gens de Nouméa, il y a beaucoup plus de préjugés vers Nouméa. C'est-à-dire que si je vais me promener avec mes amis de mon quartier, de Tomo, c'est sûr de me voir avec genre des Mélanésiens ou surtout une Wallisienne métisse avec des Mélanésiens, tout de suite ils vont se dire oui, soit elle fume, soit elle est emboucanée. Enfin, c'est ce que les gens pensent, rien qu'avec leur regard et tout. Alors qu'ici c'est tout à fait normal. On est des broussards quoi. C'est tout à fait normal de voir une Wallisienne, de voir une Wallisienne traîner avec des Mélanésiens ou des Calédoniens. Parlant avenir à présent, est-ce que vous vous intéressez à la politique, Brian? Avant, je ne m'y intéressais pas du tout, mais maintenant, je commence à m'intéresser. Des enjeux cruciaux qui arrivent. Puis voilà, comme on a le droit de voter, mais maintenant, faut aller voter. C'est important pour vous d'aller voter, Antoine? Oui, c'est un droit et c'était un devoir. Est-ce que vous avez fait votre choix pour le 4 novembre? Vous êtes sûr de votre bulletin, Mélina? Moi, je n'avancerai pas dans cette question. J'espère juste que le vivre ensemble sera un rendez-vous. C'est tout simplement. Antoine, vous avez fait votre choix pour le 4 novembre? Moi, j'ai fait mon choix, oui. Vous êtes basé sur quoi pour être aussi sûr de ce choix-là? Sur notre vécu. Le vécu que la Nouvelle-Calédonie a déjà. Vous parliez tout à l'heure d'autosuffisance alimentaire, expliquez-nous. L'autosuffisance alimentaire, c'est déjà c'est éviter d'importer. Importer c'est bien mais ça coûte cher et des fois c'est pas la meilleure qualité qu'on a ici. Et
vaut mieux enrichir notre pays qu'enrichir les autres. Est-ce que vous avez des craintes, Mélina, par rapport à ce référendum? Oui, j'ai des craintes par rapport à s'il fallait quitter ce pays. Genre, je me vois mal demain vivre à Jakarta ou à Wallis. Pour moi, mon pays, c'est ici. Je suis une fille de Boulou-Paris et voilà, ça restera comme ça. Vos parents ont connu les événements, racontez-nous. Oui, alors mon père et mes grands-parents viennent de Biganda, la tribu de Ghanem. Ils ont vécu là-bas, mon père a vécu depuis toute son enfance. Et ils ont dû quitter Yingen par rapport aux événements de 1984 qu'il y a eu. Et ils ne se sont pas fait chasser, hein. Ils sont partis d'eux-mêmes par rapport à la crainte, par rapport à la peur aussi. Et du coup, ils ont été obligés de partir vers Nouméa, d'être hébergés par de la famille, par des amis, et de tout recommencer à zéro. Antoine, la question du foncier, on le sait, hein, c'est quelque chose de sensible. Votre famille est une famille pionnière, hein, ici à Boulou-Paris. Pourquoi est-ce que, avec vos arrière-grands-parents et vos grands-parents, ça s'est toujours bien passé avec les Kanaks de Boulou-Paris? Parce qu'il y avait beaucoup de vivre ensemble, il y avait beaucoup d'entente. Ils ont su travailler ensemble, se rendre service et voilà, ils sont toujours rendus service et ils ont appris à vivre ensemble. Brian, en préparant cette émission, vous disiez qu'il n'y avait rien à craindre ici à Boulou-Paris. Qu'est-ce que vous avez à dire à Brian, à Mélina et aux non-Kanaks qui vivent ici à Boulou-Paris et qui vivent en Nouvelle-Calédonie? Voilà, le destin commun, il a commencé déjà depuis bien avant. On a grandi dedans, on est bien comme on est maintenant. Pourquoi on voudrait changer alors qu'on est bien? Antoine, comment est-ce que vous voyez votre pays de demain? Moi, je le vois comme il est maintenant. Parce que je trouve qu'il est bien, on vit bien. On a un beau pays, donc je ne vois pas pourquoi on le changerait. Brian? Moi, voilà, on a la chance d'être un beau pays, qu'il n'y a pas de guerre, que voilà, on est libre de faire ce qu'on veut. Voilà, Antoine l'a dit. Qu'on vive dans la paix. Un dernier mot, hein, aux milliers de jeunes qui nous regardent ce soir. Quel message vous voulez leur dire finalement? Qu'ils aillent à l'école et qu'ils se prennent en charge. Qu'ils se prennent en charge et qu'ils arrêtent les conneries, et qu'ils aillent travailler. Brian, un petit message peut-être aux jeunes qui nous regardent? Que voilà, qu'on n'a qu'une seule vie, il faut la vivre à fond, puis voilà, il faut penser à assurer son avenir, se prendre en main. Et voilà, c'est la volonté, il faut avoir la volonté, pas perdre de courage. Mélina? Le message que je souhaite faire passer aux jeunes et aux Calédoniens, c'est de continuer à vivre ensemble, avec différentes ethnies pour l'avenir de nos enfants, et pour apaiser les tensions interethniques, pardon. Voilà, nous arrivons à la fin hein, de cet espace d'échange. Mélina, Brian, Antoine, merci encore hein, pour votre implication pour cette émission. Merci. Voilà, et nous rejoignons Nadine avec ses derniers invités. Direction donc les jardins de la commune au village. C'est à vous Nadine. Merci Mélina, Brian et Antoine pour ce partage. À mes côtés, à présent, au centre du village, Alain Lazare, le maire de Boulou-Paris, Dino Sassiloto, directeur des Paillotes de la Wangui et du Golf Club. Et à vos côtés, Roger Thévenin, président du Conseil des Anciens de Kouergoua. Merci à vous trois de nous accueillir ici dans votre commune. On l'a entendu dans l'espace de parole avec les jeunes que Dave a animé. Une notion très importante leur tient à cœur, c'est le vivre ensemble, qu'il soit le même, le vivre ensemble d'aujourd'hui soit le même demain après 2018. Monsieur le maire, Alain Lazare, comment voyez-vous cet après 2018 ? Écoutez, pour moi, il n'y a pas de changement à avoir. Hein. Le vivre ensemble, on le connaît, on le pratique déjà à Boulou-Paris depuis des années. Même le côté géographique excentré des tribus fait que les enfants et les parents ont à venir vers les centres agglomérés, notamment vers les écoles, vers la bibliothèque municipale, vers le médecin, etc. Et donc, cette venue dans les zones agglomérées fait qu'il y a ce vivre ensemble qui se fait et qui se crée automatiquement. Il n'y a aucune raison qu'après 2018, on n'ait pas le même cheminement.
Vous parlez des tribus isolées, justement à Kouergoa, c'est la tribu la plus excentrée par rapport au village, plus proche de Thiop d'ailleurs. Roger Thévenin, comment voyez-vous 2018 et l'après 2018 ? Je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec le monsieur le maire par rapport au le vivre ensemble. Donc le vivre ensemble, ça a duré déjà depuis des années. Donc, et aussi par rapport à l'après le 2018, je pense que pour moi c'est comme aujourd'hui, ça va être après le passé, après ça va être pareil. Voilà. Dino Sassiloto, vous qui êtes arrivé à Boulouparis en 1975, vous avez investi, vous êtes un acteur économique important dans cette commune à laquelle vous avez contribué à son développement. Comment vous voyez 2018 ? Est-ce qu'il faut craindre 2018 ? Il n'y aura aucun changement parce qu'on a toujours vécu avec les Mélanésiens, ça a toujours bien passé et pourquoi pas maintenant ? J'ai tous des Mélas qui travaillent pour moi. Alors, je pense qu'il n'y aura aucun changement, il faudra toujours travailler. Vous avez vécu les événements de 84 qui ont marqué cette région. Est-ce qu'il faut craindre des tensions, ou, comme a pu connaître à cette époque cette région ? Je pense qu'il n'y aura pas en 84. Je pense que ce sera plus cool, comme toutes les élections, que ça se passe un mois avant, un mois après c'est fini. Il n'y a rien à craindre. Pour moi, je pense qu'il n'y a rien à craindre. Ouais. Alain Lazare, en 2015, une stèle a été inaugurée à la mémoire d'Yves Thual, tué à l'âge de 17 ans en 1985. Et à l'occasion de la commémoration des 30 ans, Pierre Frogier a écrit aux parents cette lettre émouvante publiée dans la revue culturelle Les Pionniers de Nouvelle-Calédonie. Je cite « Nous sommes comptables du poids des morts et du sang. Plus aucun Calédonien ne doit connaître la tragédie que vous avez vécue. » Est-ce que cette responsabilité politique-là, vous l'entendez et comment l'appréhendez-vous, la portez-vous là à l'horizon de cette échéance à la fin d'année? Oui, c'est vrai que c'est une belle parole, non, effectivement. Donc le poids des morts, on ne veut plus avoir à le supporter. On ne veut plus rencontrer ces mêmes problèmes qu'on a connus dans les années 84-88. Ça fait des déchirements entre les uns et les autres. Et puis c'est pour ça qu'à cette occasion, quand on a inauguré 30 ans après la stèle du jeune Thual ici à Boulouparis, j'ai souhaité que les autorités coutumières, le Sénat coutumier, le président du Sénat coutumier était présent à cette occasion-là, et donc on a fait une espèce de grand palabre pour dire que plus jamais ça, et qu'on se retrouve pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, qu'il soit économique, culturel, etc., mais plus jamais d'événements comme on a connu qui ont été si dramatiques pour l'ensemble des familles de Nouvelle-Calédonie. Ensemble des familles, cette alliance des mémoires qu'Emmanuel Macron, le président de la République, a pu aborder, traiter là lors de sa venue. Est-ce que vous êtes reconnu dans son discours, dans la reconnaissance des pionniers de la Nouvelle-Calédonie? Tout à fait. Donc cette alliance des mémoires, elle est importante. On a des deux côtés une mémoire à préserver. Et cette mémoire, quand on la lit, quand on les allie, ces mémoires, eh bien, on retrouve le vrai tissu culturel, pluriethnique de la Nouvelle-Calédonie. Et ça, c'est important. On vit ensemble depuis des générations. Il y a eu quelques hauts, quelques bas, mais globalement, on est là et on s'entend. Et notamment dans les communes de Brousse comme les nôtres, on a toujours su trouver le chemin de l'entente, de l'amitié et du partage. Les chemins du partage, les chemins de la réconciliation. Roger Thévenin, vous qui êtes à Kouergoa, une tribu qui est très proche de Thio au moment des événements, comment ce travail de ce chemin de la mémoire, mais aussi du pardon, puisqu'il faut avancer, comment cela vous le travaillez au sein de la tribu? Déjà, au sein du pardon, donc je pense que le pardon, ça a été déjà fait. Par rapport à ce que M. le maire il disait, qu'il y a eu des rencontres ici par rapport aux coutumiers, par rapport à la fameuse stèle d'Yves Thual. Donc je pense que c'était une bonne initiative qu'a pris M. le maire pour essayer de faire en sorte que les ethnies qui puissent se rencontrer par rapport à cet événement.
À quelques mois du référendum, les campagnes du oui et du non ont été lancées. Est-ce que des réunions politiques publiques vont être mises en place ici dans la commune? Dino Sassilotto, qu'en pensez-vous, vous qui étiez présent déjà dès les événements ici? Les réunions, il va y en avoir tout le temps. Et chacun a ses idées, mais de toute façon, quand on regarde un peu l'ensemble, c'est toujours les mêmes choses qu'ils vont dire. Alors, je pense que c'est tout dit pour passer le temps. Mais dans l'ensemble, je pense que ça va continuer comme que c'est jusque maintenant. Vous receviez, vous me disiez en préparant cette émission, à la fois Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. Oui, à l'époque, oui, j'avais des deux côtés, ils venaient, bon, ils s'étaient bien reçus. Et puis, il n'y avait pas de problème. On discutait avec un, avec l'autre, il n'y avait pas de problème. J'ai jamais vu de problème là-bas pendant les événements. Quel impact ça a eu, les événements et les élections de manière générale, sur l'activité économique? À chaque élection, il y a 2 mois avant et 1 mois après, il y a une chute de clientèle. Mais ça a toujours été hein, dans toutes les élections qu'il y a eu. Hein. Et je pense que ça va être pareil là, pour le référendum. Et là, pour le référendum du 4 novembre, avec ces campagnes pour le oui ou pour le non qui ont débuté, est-ce que, monsieur le maire, Alain Mazard, vous allez organiser des réunions de débat citoyens comme on a pu le voir au Mont d'Or ou à Kawa? C'est toujours très difficile là sur Boulou-Paris. Boulou-Paris est une commune très grande en termes de superficie, donc rassembler les gens pour ce type de manifestation, c'est plus difficile qu'au Mont d'Or. Au Mont d'Or où les gens sont regroupés, ou à Dembéa ou à Nouméa. Donc on ne le fera pas, mais on laissera les partis politiques venir faire des réunions publiques et on mettra à leur disposition, quels que soient les partis politiques, des locaux. Et moi, ce que je leur demande simplement, c'est d'apporter à cette occasion-là une explication instructive, pédagogique de leur projet, du projet de chacun. Et puis à partir de là, en fonction des projets qui auront été déclinés, chacun saura pour quoi voter et pour quel projet voter pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors un projet de société, notamment celui du FLNKS, dont vous êtes l'un des référents, hein, Roger Thévenin, pour l'Union calédonienne au sein de la tribu. Alors comment cette information va-t-elle être dispensée? Donc, par rapport à cette information-là, on attend toujours nos dirigeants qui puissent venir nous apporter un peu plus de précision par rapport à comment on va dire, plus rassurer les gens à passer au vote du 4 novembre. Voilà. Y a-t-il des questions à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a une implication des jeunes? Vous le sentez au sein de la tribu? Je pense que les gens chacun garde sa conviction chez lui. Et donc, ils ont déjà une réponse qui sont très particulières. Donc, je pense qu'ils vont s'ouvrir le jour du vote. Dino Sassilotto, vous qui êtes entrepreneur installé depuis 1975 ici, vous employez 23 personnes. Qu'est-ce que vous attendez, vous, des politiques, là, dans cet avenir décisionnel, cette année décisionnelle? Oui, c'est que je demanderais qu'ils baissent les charges. Qu'ils baissent les charges. Voilà. Pourquoi? Dites-nous. Oui, c'est ça le plus important. Parce que là, actuellement, on a trop de charges. Trop. C'est ça qu'il faudrait. Et le reste, il faudra toujours travailler. Hein. Quelles que soient les tensions, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est toujours pareil. Hein. S'ils baissent les charges, on aura plus de possibilités. Quelle que soit l'issue, quel que soit le résultat, il faut baisser les charges. Voilà. Bon, le mot est passé. Monsieur le maire, Alain Lazare, vous, est-ce que vous craignez l'après 2018 et qu'est-ce que vous attendez pour l'après?
Non, je crains absolument pas l'après 2018. Je connais les gens, je vis avec eux, moi, dans cette commune, déjà depuis plusieurs décennies. Ça fait 45 ans que je suis dans cette mairie. Donc je connais l'intelligence des uns et des autres. Et je sais qu'il n'y aura rien de particulier après 2018. La seule chose qu'on demande, c'est de pouvoir continuer à vivre de manière aussi fraternelle, intelligente entre les uns et les autres. Il y aura toujours quelques différences dans certains domaines, mais qui ne sont pas forcément des différences économiques ou culturelles. Il y a des différences sociales. Ces différences sociales, c'est à nous, responsables politiques, d'essayer de les gommer au maximum. Parce que dès l'instant où on règle en partie le problème social, on ne réglera pas comme ça d'un coup de baguette magique. Je pense que les revendications, quelles qu'elles soient, des uns et des autres, seront, j'allais dire, plus acceptables pour une certaine partie de la population qui ne comprend pas parfois pourquoi les gens réagissent de telle ou telle façon. Moi, je pense que c'est plus le côté social qu'il y a à mettre en avant pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande égalité entre les uns et les autres. Et quand on ne trouvera jamais une égalité parfaite, mais en tout cas quand on ramènera cette différence entre les uns et les autres, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie est assuré pendant longtemps. Mais comment gérer au lendemain du 4 novembre les déceptions des uns et les satisfactions des autres? Alors c'est toujours difficile, mais je pense que ça sera le temps du résultat. Le lundi, la semaine qui va suivre, il y aura forcément des déçus, il y aura des gens qui seront un peu plus heureux, mais ça ne changera pas. Et puis ça s'oubliera très vite, ce résultat, puisque le travail, les occupations des uns et des autres vont reprendre immédiatement après. Et de toute façon, on sera encore à se retrouver autour d'une table pour discuter de cet avenir qu'on souhaite et que tout le monde souhaite ensemble, puisque on a décidé de ce destin commun, et ce destin commun, maintenant, il est en marche, il est en route, et je crois qu'on ne l'arrêtera pas. Dans cette dernière partie d'émission, nous donnons la parole au public qui est autour de nous et qui peut intervenir dans cette émission. Je vous propose d'écouter Dave. Il a avec lui une jeune originaire de la tribu de Kouergwa. Effectivement, Nadine, avec nous, Andrea. Andrea, vous avez 22 ans. Vous êtes la présidente de l'association des jeunes de Bouloupari. Nadine vient de le dire, vous êtes de la tribu de Kouergwa et vous aviez une question sur l'intégration des jeunes des tribus. Oui, j'ai une question. Ma question est la suivante. Quels sont en fait les différents moyens mis en place afin qu'un jeune des tribus soit plus facilement intégré au village de Bouloupari? Je vais donner un exemple simple. Dans ma tribu, en ce moment, on n'a pas de réseau. Donc, pour faire un CV, c'est plus difficile pour nous. On est obligé de descendre ici au village. Donc voilà, quels sont les moyens mis en place pour que nous, jeunes des tribus, on soit plus intégrés? Merci Dave. Alors c'est plus une question peut-être pour Alain Lazare. Que pouvez-vous répondre à cette jeune femme? Alors, ce que vient de dire Andrea, ça sort du cadre des compétences communales, puisqu'il y a le réseau COPT, c'est la Nouvelle-Calédonie. Au niveau communal, et donc Andrea le sait, donc des aménagements, des investissements importants ont été faits à Bouloupari, notamment dans les tribus, jusqu'à Kouergwa, une commune de la chaîne, une tribu de la chaîne. Donc la route est goudronnée, il y a l'eau courante, il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a des maisons communes, il y a des terrains de sport. Donc je pense qu'au niveau communal, allez, on va dire que l'ensemble des investissements ont été faits. Il y a toujours à faire, que ce soit dans les tribus ou ailleurs, dans les zones agglomérées. Mais effectivement, sur certains points, et notamment sur le réseau Wi-Fi, donc peut-être que l'OPT, et on le demande, devra se pencher sur cette problématique-là. Parce qu'André a tout à fait raison. Les jeunes, pour qu'ils restent connectés, c'est indispensable que ces réseaux aillent même dans ces coins-là, parce que nous, on a fait justement au profit des jeunes dans le village de Bouloupari, on a mis en place des zones où le Wi-Fi est gratuit, mais il n'est pas encore normal que les jeunes aient à descendre vers le village pour pouvoir bénéficier de cette technologie qui est à la portée maintenant de l'ensemble des populations. Vous parliez des chantiers menés par la commune pour le développement des habitants et le confort des habitants. Dino Sassiloto, qu'est-ce qu'il faut dans le domaine touristique dans lequel vous êtes actuellement? Qu'est-ce qu'il faut développer sur Bouloupari?
Qu'est-ce qui manque? Sur Boulot Paris, il faudrait développer un truc qui ait une organisation de tous les secteurs touristiques. Parce qu'actuellement, on est chacun pour soi. Et on est éparpillé sur la commune. Et on ne sait pas qu'est-ce que fait Pierre, qu'est-ce que fait Paul. Il faudrait un truc comme ça, mais ça demande de l'argent. Donc il faut un bureau qui centralise toutes les activités touristiques que peut proposer la commune. Oui, mais ça a un coût. C'est le fameux point I, c'est ça? Voilà, un genre de point I, oui. Monsieur le maire? Oui, c'est un projet que j'ai donc en tête déjà depuis quelque temps. À un moment donné, on a voulu nous associer avec le syndicat donc de La Foi, qui regroupe les communes de Farino, Moindou, Saramea et La Foi. Mais ça fait un peu loin pour nos hôteliers et nos gens qui font des activités touristiques sur Boulou Paris. Donc j'attends la construction de la nouvelle mairie, la reconstruction qui est en cours. Et puis on essaiera, mais ça c'est une décision purement communale, d'y mettre un point I à l'intérieur de ce nouveau local et faire en sorte qu'on puisse regrouper effectivement donc les prestations qui sont proposées par l'ensemble des acteurs économiques de cette région. Un mot sur le patrimoine ici culturel riche de la commune. La mairie a initié l'écriture, la rédaction d'un livre qui recense un peu le patrimoine historique de la commune à travers ses biens, à travers les hommes et les femmes qui ont contribué à son développement. C'est une histoire encore méconnue. Oui, tout à fait. Même nous, Calédoniens, moi je suis Calédonien depuis plusieurs générations, il y a beaucoup de choses que j'apprends au fur et à mesure que je lis les livres qu'on me montre. Mais effectivement, il y a encore beaucoup à apprendre. Et c'est pour ça que, également à Boulou Paris, on a mis l'accent sur la préservation du patrimoine avec la province sud. On a des lieux qui sont très symboliques. Le Combrin, par exemple, l'ancienne poste et gendarmerie à Tomo. L'usine de la Wamini, et puis encore d'autres choses. Donc il y a une association du patrimoine qui s'en occupe déjà correctement, mais effectivement il y a encore des choses à faire parce que préserver le patrimoine, c'est également assurer notre avenir. Et assurer l'histoire pour les futures générations. Alors, comment préserver ces patrimoines qui sont un peu ravagés par le temps? On a perdu, vous avez perdu ici le château de Vambé, qui était à Huichambo. Est-ce que c'est possible de les restaurer? Ils ont été classés au patrimoine. Alors il y a une vraie volonté communale de préserver tout cela. La problématique est toujours la même, c'est la problématique financière. On est en recherche de crédit, le patrimoine est de compétence province sud. La province sud fait des efforts, apporte des financements sur certaines restaurations et autres, mais c'est pas encore suffisant et donc il y a encore beaucoup à faire et peut-être trouver à partir du mécénat. Le mécénat peut être aussi une solution pour restaurer donc, ce patrimoine qui est notre patrimoine commun aux uns et aux autres. Merci Alain Lazare, merci Dino Sassilotto, merci Roger Thévedin de nous avoir accueillis dans votre commune. Merci à vous de nous avoir suivis, merci aux habitants de Boulou Paris pour leur accueil chaleureux, merci à l'équipe NC La Première pour le travail accompli. Jeudi, c'est un tout autre rendez-vous qui vous attend avec Questions d'avenir. À très bientôt sur La Première.